Il existe une croyance largement répandue, mais profondément erronée. Remettre les choses à demain serait le signe d'une paresse incurable. En réalité, la procrastination n'est pas une question de fainéantise, mais une forme subtile de peur dissimulée. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de livrer un travail imparfait, la peur de se confronter au jugement d'autrui. Derrière chaque délai, chaque report, chaque hésitation, se cache une anxiété silencieuse qui ronge la volonté. Le stoïcien Épictète l'aurait formulé simplement. Nous ne contrôlons pas ce que nous ressentons à l'instant, mais nous contrôlons la décision de commencer. Voilà la racine du problème, et déjà une lueur de solution. Ce que nous appelons manque de motivation est souvent le masque de cette peur. Nous accusons notre esprit d'être faible, mais ce n'est pas la motivation qui crée l'action, c'est l'action qui engendre la motivation. Sénèque nous rappelle que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Et c'est précisément dans cet espace mental que se joue le drame de la procrastination. Nous multiplions les scénarios, les « et si » qui gonflent le poids de la tâche au point qu'elle devient insurmontable avant même d'avoir commencé. Mais la vérité est sobre. Ouvrir un fichier, écrire une ligne, poser un premier geste suffit parfois à briser la chaîne invisible. Le cœur de l'enseignement stoïcien réside dans la dichotomie du contrôle. Ce que vous ne contrôlez pas, l'inspiration, l'humeur, le regard des autres, ne vous appartient pas. Ce qui vous appartient, en revanche, c'est le premier pas, ici et maintenant. La force ne réside pas dans la promesse d'un résultat grandiose, mais dans la maîtrise d'un commencement simple et tangible. Ce n'est pas l'élan d'un marathon qu'il faut convoquer, mais l'humble mouvement de mettre un pied devant l'autre. La discipline naît de cette lucidité. Contrôlez moins, mais contrôlez mieux. Cette discipline, les stoïciens la rapprochèrent d'une forge. L'esprit est une forteresse dont les portes doivent être gardées, car chaque distraction qui s'y engouffre affaiblit le gardien. Le temps est une monnaie, disait Sénèque. Il peut être gaspillé sans retour, investi avec sagesse ou offert à ceux qui élèvent. Là réside la métaphore centrale de notre chemin. Apprendre à protéger notre attention comme le trésor qu'elle est. Apprendre à dépenser nos heures comme on dépense son or, avec prudence et exigence. Le mental devient alors l'allié, non plus l'ennemi. Dans les prochaines minutes, nous allons parcourir ensemble un protocole en 3 étapes, inspiré du stoïcisme et enrichi par la psychologie contemporaine. Il ne s'agira pas d'attendre une illumination soudaine, mais d'agir même dans le brouillard de l'angoisse, car l'essentiel ne peut être pris de vous. L'essentiel ne peut jamais être pris de vous. Vous découvrirez comment transformer l'anxiété en premier coup, comment dresser des cartes simples pour désarmer les « et si » et comment créer un environnement qui attire votre énergie vers la tâche plutôt que vers l'écran distrayant. Le chemin sera concret, progressif, et dès la fin de cette introduction, une chose sera claire. Vous n'avez pas à vaincre la procrastination pour toujours. Vous n'avez qu'à commencer, ici et maintenant, par un geste minuscule mais souverain. Attendre que la volonté surgisse d'elle-même est l'illusion la plus tenace de notre époque. Nous croyons que nous devons nous sentir prêts avant de nous engager, comme si l'élan intérieur précédait toujours l'action. Pourtant, l'expérience humaine démontre l'inverse. Plus nous attendons l'inspiration, plus elle s'éloigne. Épictète insistait sur ce point. L'émotion peut bien exister, mais elle n'a aucun droit sur notre décision. Le jugement est nôtre, la décision est nôtre, l'acte premier est nôtre. Le reste, c'est un tumulte intérieur que nous pouvons laisser à la porte. La douleur de remettre à plus tard ne vient pas de la tâche en soi, mais de l'écart entre ce que nous imaginons devoir accomplir et la petitesse de ce que nous osons commencer. Nous voyons le sommet avant d'avoir posé le pied sur le premier caillou, et cette distance nous paralyse. Le stoïcien nous ramène à la terre ferme. Ce qui dépend de nous n'est jamais l'entièreté de l'œuvre, mais seulement la première étincelle. La motivation n'est pas la cause de l'action, elle en est l'effet différé. Comme la lumière qui suit l'allumage, elle surgit après, jamais avant. C'est ici que naît la notion du premier coup. Imaginez que vous n'ayez qu'à frapper une seule fois sur la forge pour que le reste du mouvement devienne possible. Le premier coup, c'est ouvrir le fichier et écrire le titre. C'est lasser ses chaussures et passer le seuil de la porte, c'est allumer la lampe et s'asseoir à son bureau. Le geste est si minuscule qu'il paraît dérisoire, mais c'est ce dérisoire qui libère le passage. Le mental, occupé à anticiper 1000 catastrophes, se trouve désarmé devant l'évidence d'un pas accompli. La métaphore du forgeron
éclaire cette vérité. Aucun artisan ne sculpte l'épée d'un seul mouvement. Il commence par chauffer le métal, par préparer la matière, par donner une première forme indistincte. De la même manière, nos entreprises intellectuelles ou créatives ne naissent pas achevées. Elles se façonnent coup après coup. Gouverner le premier coup, c'est accepter que l'imperfection initiale n'est pas un échec mais une condition. Le faire chauffer n'est pas encore une lame, mais sans cette préparation, aucune arme ne verra le jour. Ainsi se révèle le paradoxe central. Ce n'est pas la grandeur de l'œuvre qui fonde la discipline, mais l'humilité du commencement. Gouverner le premier coup, c'est gouverner sa propre vie. Un seul pas peut briser la tyrannie du doute. Un seul geste peut faire basculer l'inertie en mouvement. Et ce mouvement, même fragile, devient la preuve tangible que nous sommes encore capables d'agir, même sans vouloir, même sans certitude. Car ce que vous contrôlez, ici et maintenant, n'est pas votre désir d'agir, mais la décision d'agir malgré tout. Il est des histoires ordinaires qui contiennent en elles une vérité universelle. Anna, jeune étudiante, portait depuis des mois le poids silencieux de son mémoire inachevé. Chaque jour, elle se promettait de s'y mettre, et chaque soir, elle s'accusait de ne pas l'avoir fait. Non pas par manque de connaissances, ni par paresse, mais par crainte de ne pas écrire la page parfaite, par peur d'être jugée à travers ses mots. Ainsi s'écoulait le temps, et plus les semaines passaient, plus son silence devenait lourd, plus l'ombre de l'échec s'allongeait. La logique qui paralysait Anna était simple. Elle croyait devoir être inspirée avant de commencer. Comme beaucoup d'entre nous, elle pensait qu'une œuvre valable ne pouvait naître que dans un élan de clarté absolue. Mais cette croyance l'enfermait dans une boucle infinie. Plus elle attendait l'inspiration, plus son angoisse grandissait et plus il lui devenait impossible de poser le moindre mot. Son esprit errait sans cesse dans les anticipations et les jugements, incapable de se poser sur l'action brute et immédiate. Un soir pourtant, elle décida d'essayer autre chose. Elle ouvrit son document, fixa l'écran vide et écrivit une seule phrase, volontairement médiocre, presque volontairement maladroite. Ce geste insignifiant contenait un secret. Il brisait le cercle. Là où régnait la peur, s'ouvrait désormais un espace de respiration. En acceptant d'écrire un paragraphe imparfait, Anna découvrit qu'elle n'avait pas besoin d'achever son mémoire ce soir-là, mais seulement d'allumer le feu qui ferait fondre l'inertie. Le premier coup avait été donné, et déjà le métal commençait à se modeler. Pour renforcer cette décision, elle adopta une règle d'une simplicité presque enfantine. Un paragraphe aujourd'hui, une révision rapide demain. Rien de plus. Cette modestie volontaire, cette contraction du devoir en une parcelle minuscule, renversa le poids de la tâche. Ce n'était plus une montagne, mais un sentier à parcourir pas à pas. Et dans cette régularité nouvelle, dans cette répétition de gestes humbles, naissait une discipline qui ne dépendait plus de l'inspiration, mais du simple fait d'avancer. L'histoire d'Anna n'est pas unique. Elle est le miroir de nos propres résistances, de cette bataille invisible où nous croyons devoir atteindre la perfection avant d'oser l'imperfection. Pourtant, ce qu'elle a appris vaut pour chacun. Ce n'est pas la grandeur de l'écriture qui sauve une semaine, mais l'honnêteté d'une ligne tracée. Ce n'est pas la promesse d'un chef-d'œuvre qui nous libère, mais l'acceptation du premier pas. Ainsi, par un seul paragraphe, une porte s'ouvre, et derrière elle se trouve une semaine entière rendue à la clarté. Dans le monde du travail, la procrastination prend souvent une forme insidieuse. Nous retardons nos tâches parce que nous tentons de maîtriser ce qui ne dépend pas de nous. Les délais imposés par d'autres, l'opinion d'un supérieur, l'humeur d'un collègue deviennent autant de chaînes invisibles. Nous voulons que tout se déroule selon notre rythme, nos standards, notre idéal. Et nous nous perdons dans l'attente de conditions qui ne viendront jamais. Or, comme le rappelèrent les stoïciens, le temps que nous dépensons à contrôler l'extérieur est le temps que nous dérobons à notre propre pouvoir intérieur. Épictète nous invite à tracer une frontière claire. Il y a ce qui est nôtre, ce qui peut être influencé, et ce qui nous échappe totalement. Confondre ces trois sphères engendre confusion et fatigue. Le travail s'alourdit parce que nous confondons nos responsabilités réelles avec celles que nous imaginons porter. Vouloir décider du rythme des autres, de leur présence, de leurs réactions, c'est comme vouloir changer le vent, un combat épuisant et perdu d'avance. Mais ajuster ses propres voiles, voilà ce qui demeure toujours possible, même au cœur de la tempête. La pratique consiste alors à ramener chaque projet à ce qui dépend directement de soi. Ce n'est pas tant la totalité du résultat qui compte,
mais la clarté des blocs de présence. Le philosophe moderne pourrait le traduire ainsi: délimiter un temps pour préparer, un temps pour exécuter, un temps pour réviser, ni plus ni moins. Dans ces frontières simples, l'angoisse se dissipe, car l'on sait exactement ce que l'on gouverne. Ce n'est pas un agenda parfait qui libère l'esprit, mais une organisation suffisamment humble pour être respectée. Cette distinction transforme la relation au travail. Loin de la contrainte écrasante, elle devient un exercice de précision. Une heure préparée avec lucidité, une heure exécutée sans dispersion, une heure révisée avec rigueur suffisent souvent à accomplir ce qui semblait insurmontable. L'effort n'est plus éparpillé dans la surveillance des autres, mais concentré dans l'espace clair de sa propre action. Ce recentrage, semblable à un cercle qu'on trace autour de soi, protège l'énergie de l'âme et la dirige vers ce qui compte réellement. Car en fin de compte, c'est la manière dont nous utilisons nos propres forces qui définit notre liberté au travail. Les vents contraires existeront toujours, mais la maîtrise ne réside pas dans leur disparition. Elle se trouve dans l'art patient d'ajuster ses voiles. Accepter que certaines choses échappent, négocier ce qui peut l'être, se concentrer sur ce qui est vraiment sien, voilà la posture stoïcienne. Ce que vous contrôlez, c'est le geste, c'est la présence, c'est l'acte accompli. Le reste n'est qu'écume. Il existe dans nos vies modernes un ennemi discret, presque invisible, mais d'une puissance redoutable. L'appel incessant de la récompense immédiate. Chaque vibration du téléphone, chaque notification qui clignote, chaque geste machinal qui nous pousse à vérifier l'écran est un refuge éphémère contre l'inconfort de la tâche. Nous croyons nous accorder une pause, mais en vérité, nous nourrissons un cycle qui affaiblit notre esprit. La procrastination ne se résume pas au fait de retarder une action. Elle est aussi l'art de se distraire pour apaiser momentanément l'angoisse du présent. Les stoïciens n'auraient-ils pas connu les réseaux sociaux, mais ils savaient déjà que l'homme fuit la douleur en se livrant au plaisir facile. L'absence de maîtrise de soi n'est pas une question de faiblesse morale, mais un défaut d'architecture intérieure. Nous plaçons les tentations trop près de nous, et nous exigeons ensuite de notre volonté qu'elle lutte sans cesse. Pourtant, la volonté est un muscle limité qui s'épuise rapidement. L'environnement, lui, devient le véritable arbitre de notre constance. Créer un espace sans distraction n'est pas un luxe, mais une condition à la liberté. La clé réside dans ce paradoxe. L'attente patiente d'un désir le rend moins tyrannique. Lorsque l'on retarde le geste impulsif de saisir son téléphone, on affaiblit la chaîne invisible qui nous lie à lui. Plus le délai grandit, plus l'addiction perd de sa force. Sénèque nous enseignait que ce n'est pas la chose elle-même qui trouble l'homme, mais l'opinion qu'il en a. De la même manière, ce n'est pas le téléphone qui nous retient, mais le pouvoir que nous lui accordons. L'instant de silence, même bref, est un exercice de tempérance. Ainsi naît la pratique de la fenêtre de silence. 2 fois par jour, choisir de laisser l'appareil hors de portée, cacher les applications les plus attrayantes, répondre en bloc plutôt que dans la dispersion permanente. Autant de gestes concrets qui redonnent à l'attention son intégrité. Il ne s'agit pas d'une privation stérile, mais d'une libération progressive. Ce silence volontaire est comme une respiration profonde, dans un monde saturé de bruit, une manière de se rappeler que l'esprit peut encore être maître de son rythme. Et dans cette discipline du silence, quelque chose change imperceptiblement. L'esprit cesse d'être esclave des signaux extérieurs pour redevenir maître de ses choix. Là où l'habitude appelait la distraction toutes les 5 minutes, naît un espace vide, mais fertile, où l'attention peut enfin se poser sur l'essentiel. C'est ce vide qui rend possible la concentration durable. Ce n'est pas un effort de force brute, mais une architecture subtile, celle d'un environnement qui pousse vers l'action, plutôt que vers l'évasion. Il est des jours où l'anxiété semble trop lourde pour être portée, où le cœur bat plus vite que la raison, où chaque tâche paraît insurmontable parce que l'émotion envahit tout l'espace intérieur. C'est dans ces moments-là que nous prononçons souvent cette phrase « Je ne peux pas, je suis trop anxieux ». Pourtant, les stoïciens savaient que la liberté véritable ne consiste pas à éteindre les passions, mais à refuser d'en devenir l'esclave. L'apatheia, concept si souvent mal compris, n'est pas une anesthésie du cœur, c'est la capacité d'avancer tout en sentant le trouble, de rester droit même lorsque la mer intérieure s'agite. L'erreur moderne est de croire que l'état émotionnel doit précéder l'action, comme si nous devions attendre d'être calmes pour agir, confiants pour commencer, motivés pour travailler. En réalité,
L'action accomplie au milieu du tumulte a un pouvoir supérieur. Elle dégonfle l'angoisse et redonne à l'esprit une assise. C'est en avançant avec la peur que la peur se réduit, en respirant dans l'effort que l'effort devient supportable. Agir malgré le poids intérieur, c'est prouver à soi-même que la tempête n'est pas une prison, mais une traversée. La méthode des stoïciens pour apprivoiser cette difficulté ressemblait à une ascension progressive. On n'affronte pas la montagne d'un seul bond, on la gravit pas à pas. Ainsi naît l'idée d'une échelle d'exposition. D'abord se confronter à l'aspect le plus simple d'une tâche, puis en élargir peu à peu le champ. Ouvrir un document, écrire 3 lignes, travailler 10 minutes, envoyer un brouillon, demander un retour. Chaque palier n'est pas une victoire totale, mais une avancée mesurable qui rend le sommet moins menaçant. Cette progression rappelle l'entraînement du corps. Personne n'imagine soulever d'emblée le poids le plus lourd. Il faut renforcer les muscles par étapes, habituer le corps à la charge croissante. L'esprit fonctionne de la même manière. Exposé graduellement à ce qui l'effraie, il s'endurcit, se discipline et trouve une stabilité nouvelle. L'anxiété n'est pas supprimée d'un seul geste, mais réduite à mesure que l'on franchit chaque marche. Ainsi, la pratique devient une gymnastique intérieure, une manière de forger un courage quotidien. Ce courage n'est pas héroïque au sens spectaculaire du terme. Il n'a pas besoin de bruit ni de reconnaissance. C'est un courage silencieux, celui d'une personne qui, malgré ses tremblements, ouvre son cahier, tape une première phrase ou fait un pas de plus vers ce qu'elle redoute. L'apatheia n'est donc pas l'absence d'émotion, mais la présence d'un choix au sein même de l'émotion. Ressentir et agir, voilà la véritable force. Ressentir et agir, voilà la preuve que nous ne sommes pas prisonniers de ce que nous éprouvons, mais gardiens de ce que nous décidons. Il n'est rien de plus déroutant que l'imprévu qui interrompt une tâche commencée avec peine. Le bruit soudain, la panne, l'appel inattendu suffisent souvent à briser l'élan fragile et à plonger l'esprit dans une inertie prolongée. Pourtant, Sénèque nous avait déjà averti, l'homme est surpris seulement par ce qu'il n'a pas envisagé. Ce n'est pas l'obstacle qui nous écrase, mais le choc de sa survenue. Anticiper les heures de la route ne supprime pas la difficulté, mais transforme le tumulte en passage attendu, et donc en passage supportable. La pratique stoïcienne de la premeditatio malorum consiste à imaginer à l'avance ce qui pourrait entraver notre journée. Loin d'être un pessimisme, c'est une préparation, car l'imprévu n'est jamais aussi destructeur que lorsqu'il se heurte à une attente illusoire de perfection. L'esprit qui prévoit déjà l'interruption, le contretemps, l'échec possible, reste plus ferme lorsqu'ils surviennent. Il ne dit pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais simplement « Je savais que cela pouvait arriver et j'ai déjà préparé ma réponse. » Ainsi, au lieu de voir l'obstacle comme une fatalité injuste, on l'aborde comme une variable prévue dans l'équation. Le bruit extérieur devient l'occasion de se réfugier ailleurs. La coupure de courant invite à travailler hors ligne. L'angoisse grandissante appelle une pause volontaire de quelques minutes avant de revenir à la tâche. Le problème cesse d'être un mur infranchissable pour devenir un détour connu d'avance. L'anticipation rend la résistance moins lourde, car elle remplace le choc de la surprise par la clarté d'un plan. C'est le même principe que l'on applique au bâtiment. Nul n'attend l'incendie pour tracer un plan d'évacuation. Ce n'est pas un signe de peur, mais de sagesse. De la même manière, l'esprit qui s'exerce chaque jour à prévoir ses propres failles devient un espace mieux gardé. Non pas parce qu'il évite tout désordre, mais parce qu'il sait déjà où passer lorsqu'un désordre surgit. C'est une forme de courage logistique, une manière discrète mais ferme de rappeler à soi-même « Je ne maîtrise pas l'événement, mais je maîtrise la réponse ». Dans cette attitude, une transformation subtile se produit. L'homme cesse d'être victime du hasard pour devenir stratège de son existence. Les obstacles n'apparaissent plus comme des injustices personnelles, mais comme des éléments naturels du chemin, semblables aux pierres d'une route. Ce qui semblait chaos devient prévisible, et ce qui paraissait invivable devient supportable. Ainsi, par la prévoyance stoïcienne, chaque journée se fortifie d'avance, et l'imprévu perd son pouvoir de nous désarmer. Il existe une forme d'inertie plus sournoise que la simple distraction, c'est la rumination. On tourne en rond dans sa propre tête, répétant les mêmes pensées sans jamais atteindre de conclusion. Les heures s'écoulent, l'énergie s'épuise, et pourtant, rien n'est réellement commencé. Marco Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait pour clarifier son jugement, non pour séduire un lecteur. L'écriture était pour lui une manière d'ordonner le chaos intérieur, de donner une forme à ce qui restait informe.
Écrire, c'est forcer la pensée à se dévoiler, à se tenir droite devant nous. Dans cet exercice, la contrainte est essentielle. 5 lignes, pas davantage. 5 lignes pour transformer une confusion en décision. Cette brièveté empêche l'esprit de se perdre en détours et oblige à l'essentiel. Quelle est la réalité objective de la situation? Quelle est la pensée automatique qui surgit? Quelle valeur souhaite-t-on incarner dans la réponse? Quel geste concret, minuscule, peut être accompli maintenant? Et à quelle heure exacte sera-t-il posé? Ces questions, tracées noir sur blanc, chassent le flou qui nourrit la procrastination. La force de cet acte réside dans sa simplicité. Nous croyons souvent que des résolutions complexes, des systèmes élaborés sont nécessaires pour changer nos habitudes. Mais la clarté se trouve dans un carnet, une plume et quelques minutes de sincérité. Écrire 5 lignes ne résout pas tout, mais cela ancre l'esprit dans une orientation claire. Au lieu d'errer dans la peur du résultat, nous revenons au geste premier, décider puis agir. Le papier devient un miroir qui ne ment pas, un témoin silencieux de la résolution prise. Le forgeron, avant de marteler le métal, dispose ses outils, nettoie sa table, prépare son espace. De même, l'écriture de 5 lignes nettoie la pensée, met en ordre le chaos, rend disponible l'attention pour l'action. L'imaginaire se calme, l'angoisse se réduit, car l'indécision a enfin trouvé une forme. Là où il y avait 1000 pensées contradictoires, il n'y a plus qu'une décision claire. Cette clarté, aussi brève soit-elle, suffit à ouvrir un passage vers le mouvement. Dans ce rituel, nous découvrons que le plus grand ennemi n'était pas l'effort de la tâche, mais l'indécision qui précédait. Le carnet du forgeron devient ainsi l'outil de l'âme, un espace restreint, où chaque jour, nous pouvons ramener le tumulte à une résolution sobre. 5 lignes valent plus que 50 détours mentaux. 5 lignes suffisent à rappeler que gouverner sa vie ne commence pas par de grandes victoires, mais par la décision ferme d'un premier coup écrit et assumé. L'une des illusions les plus fréquentes dans la quête de discipline est de croire que l'on doit transformer sa vie d'un seul élan, comme si la réussite ne pouvait se mesurer qu'à l'intensité spectaculaire des débuts. Beaucoup commencent avec une ferveur totale, exigeant d'eux-mêmes des heures d'efforts ininterrompus, des objectifs gigantesques, une perfection immédiate. Mais après 3 jours, la fatigue s'installe, l'enthousiasme s'effrite et tout s'effondre. Ce n'est pas la paresse qui provoque cet échec, mais la démesure de l'attente. Les stoïciens savaient que la constance se bâtit sur le peu, non sur l'excès. L'identité se forge non pas dans les gestes extraordinaires, mais dans la répétition des gestes modestes. 5 minutes quotidiennes valent mieux que 50 minutes occasionnelles parce qu'elles inscrivent dans l'âme une continuité. L'arbre ne grandit pas d'un seul bond, mais par l'accumulation de ses cernes. De la même manière, l'esprit se fortifie par la régularité plus que par l'intensité. La discipline n'est pas une explosion, mais une respiration. On peut imaginer ce principe comme un contrat minuscule que l'on passe avec soi-même. Un contrat qui ne demande pas une transformation radicale, mais seulement 1 centimètre de progrès par jour. Écrire une page, répondre à un seul message difficile, réviser un court passage. Autant d'actes modestes qui, accumulés, sculptent une identité stable. Ce contrat est innégociable non par sa grandeur mais par sa petitesse. Il est trop simple pour être refusé, trop concret pour être oublié. La métaphore de l'encre illustre cette vérité. Un navire, même dans la tempête, peut être retenu par une petite ancre solidement fixée. De même, dans les tourments de nos jours agités, c'est le petit engagement quotidien qui empêche notre volonté d'être emportée. Ce n'est pas la force du vent qui détermine la direction du navire, mais la stabilité de ce qui le retient. La discipline, loin d'être une performance grandiose, est un ancrage discret mais constant. Ainsi, comprendre l'échec du tout ou rien, c'est accepter la modestie comme fondement de la réussite. Le progrès véritable ne se mesure pas à la fulgurance d'un effort unique, mais à la persévérance silencieuse des petits gestes. Ce n'est pas l'excès qui bâtit l'identité, mais la répétition. Ce n'est pas le grand élan qui crée la force, mais l'ancrage patient du centimètre inébranlable. Voilà pourquoi la majorité échoue, non parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle confond intensité et constance. Il est courant, après avoir différé une tâche importante, de se laisser submerger par la culpabilité. Cette émotion, lourde et stérile, nous enferme dans une spirale où l'on rumine le retard pris au lieu d'agir.
La culpabilité se nourrit du passé. Elle ressasse ce qui aurait dû être fait. Elle accable sans ouvrir de porte. Le danger n'est pas tant l'échec initial que la paralysie qui en découle, car plus on se fustige, plus on retarde encore l'action. Ainsi se construit le cercle vicieux de la procrastination. Le report engendre la honte engendre un nouveau report. Le stoïcisme propose un déplacement radical. Au lieu de se noyer dans la culpabilité, il invite à entrer dans la responsabilité. La différence est subtile, mais décisive. La culpabilité dit « j'ai échoué hier, donc je suis faible ». La responsabilité dit « j'ai échoué hier, mais je peux choisir mon geste maintenant ». La première enferme, la seconde libère. Là où l'une se tourne vers le passé immuable, l'autre se fixe sur l'instant présent, seul espace où une action est encore possible. Ce changement de regard n'efface pas la faute, mais il la transforme en point de départ. Dans cette logique, il ne s'agit pas de nier le retard ou l'erreur, mais de les reconnaître sans drame, puis de les redresser. Admettre sobrement que l'on a perdu du temps n'est pas une condamnation, mais une lucidité. Spécifier ensuite la manière de réparer, définir clairement ce que l'on fera, quand et comment, revient à reprendre la maîtrise. Enfin, agir immédiatement, même par un geste infime, permet de transformer la culpabilité en mouvement. C'est ce passage à l'acte, même modeste, qui rompt la spirale et restitue à l'âme sa dignité. Cette posture peut être comparée à la navigation en mer. Lorsqu'un navire dévie de sa trajectoire, le capitaine ne s'abandonne pas à l'accusation ni au désespoir. Il constate, ajuste, corrige la route. Le vent et les vagues appartiennent au monde extérieur, mais l'orientation du gouvernail demeure entre ses mains. De la même manière, la vie nous impose des détours, parfois des retards, mais la responsabilité consiste à reprendre la barre sans perdre de temps à se maudire. L'océan ne se soucie pas de nos lamentations, il répond seulement à nos décisions. Ainsi, la véritable liberté ne réside pas dans une perfection sans faille, mais dans la capacité à se relever sans se détruire. Culpabilité ou responsabilité, voilà le choix silencieux qui se présente à nous après chaque écart. Choisir la première, c'est s'attacher au passé. Choisir la seconde, c'est reprendre le fil du présent. Corriger la route plutôt que lutter contre la mer, voilà la sagesse stoïcienne. L'homme fort n'est pas celui qui n'échoue jamais, mais celui qui transforme l'échec en nouveau point de départ. Il est facile de terminer une journée avec le sentiment amer de n'avoir rien accompli, même lorsque des heures entières ont été absorbées par le travail. Cette impression d'inutilité vient rarement d'un véritable vide, mais d'une absence de perspective. L'homme regarde les fragments dispersés de sa journée et ne voit pas le fil qui les relie. Ainsi, ce qui a été fait paraît dérisoire, ce qui reste à faire paraît écrasant, et le temps semble s'être écoulé sans direction. Le stoïcien, lui, invite à une vue d'ensemble, une élévation du regard au-dessus du détail. La sagesse consiste à fermer chaque journée comme on referme un livre, relire les pages, identifier les progrès, accepter les erreurs, puis décider de la première phrase qui sera écrite demain. Ce rituel simple réduit l'angoisse, car il remet chaque chose à sa place. Le fait accompli, l'expérience apprise, l'obstacle à affronter. Ainsi, au lieu d'un chaos informe, la journée se conclut dans une architecture intelligible. L'esprit rassuré peut se reposer, sachant que le lendemain n'est pas une menace diffuse, mais une suite préparée. La pratique du stoïcien est concrète. Il dresse une liste brève de ses actes, de ses apprentissages et de ses entraves. 3 gestes réalisés, 3 leçons tirées, 3 obstacles rencontrés. Ce n'est pas une comptabilité sèche, mais un miroir de l'âme. Le but n'est pas de juger, mais de clarifier. Ce regard lucide sur le réel prévient l'illusion de l'échec total, car même les journées imparfaites recèlent des victoires discrètes, et même les jours difficiles contiennent une matière de réflexion. Reconnaître cela, c'est se réconcilier avec le temps. On peut comparer cette pratique à la vue que l'on a depuis une colline. Tant que l'on marche dans les ruelles étroites, on ne perçoit que les coins sombres et les impasses. Mais dès que l'on prend de la hauteur, la ville entière se révèle avec ses routes, ses places, ses passages. De la même manière, la journée, vue d'en haut, cesse d'être une succession confuse de tâches et devient une trajectoire lisible. Cette perspective n'efface pas les difficultés, mais elle redonne aux marcheurs la conscience de la direction. Ainsi, clore le jour et ouvrir le suivant devient un acte de cohérence intérieure. L'homme ne subit plus le passage du temps comme un torrent qui l'emporte. Il en fait une succession de blocs qu'il peut observer, évaluer et préparer. Loin d'être un contrôle absolu,
C'est une manière de donner au présent une continuité avec le futur. Car ce n'est pas la perfection qui assure la paix, mais la cohérence entre ce que l'on a fait, ce que l'on a appris et ce que l'on s'apprête à accomplir. Voilà la véritable vue d'en haut. Transformer chaque journée en marche sur un chemin plus vaste. À la fin de ce chemin, une vérité demeure. L'essentiel ne réside pas dans le contrôle absolu des événements, mais dans la maîtrise sobre de notre jugement et de notre action présente. Épictète l'affirmait avec rigueur, « Vous ne contrôlez pas le désir d'agir, mais vous contrôlez le geste d'agir. » La procrastination s'enracine dans l'attente d'un état intérieur idéal, alors que la liberté naît précisément de l'acte posé, malgré l'imperfection du moment. Ce pouvoir, si modeste en apparence, est en réalité souverain, car il rend chaque instant disponible à une décision claire. Ce parcours n'a pas cherché à donner des recettes miraculeuses, mais à rappeler des principes éprouvés. Gouverner le premier coup de 2 minutes, créer une fenêtre de silence pour protéger son attention, prévoir à l'avance 3 scénarios de résistance, 3 gestes simples, 3 ancrages quotidiens qui, répétés pendant une semaine, peuvent redessiner le rapport au temps et à la tâche. Ce n'est pas la rapidité qui compte, mais la fidélité au processus. Car l'âme se fortifie moins par les promesses grandioses que par les engagements tenus. La psychologie moderne rejoint ici la sagesse antique. Aaron Beck rappelait que nos pensées ne sont pas des vérités, mais des hypothèses à mettre à l'épreuve du réel. Tester une idée par l'action, même infime, permet de corriger l'émotion qui nous retenait. Sénèque, bien avant lui, observait que nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. Les deux se rejoignent. Seule l'expérience vécue dissipe les ombres de la crainte. Ainsi, la philosophie et la science se tendent la main dans l'art d'agir sans attendre. Le prochain pas ne demande pas de révolution, mais de clarté. Ouvrir son agenda, bloquer un quart d'heure, écrire noir sur blanc l'action que l'on accomplira demain matin, prévoir à l'avance les détours possibles. Le geste est simple, mais il porte une puissance secrète, celle de transformer le futur incertain en un présent décidé. Ce n'est pas une promesse à soi-même, mais une trace concrète, une balise dans le flux du temps. Le chemin se trace ainsi, non par l'immensité des projets, mais par la solidité des commencements répétés. Et pour conclure, retenons une image, la forteresse et la forge. La forteresse, c'est l'esprit préservé, protégé de l'assaut des distractions. La forge, c'est l'action, le bruit du marteau qui frappe le métal incandescent. Celui qui garde son esprit et frappe son premier coup ne laisse aucune prise à la procrastination, car l'obstacle n'a de pouvoir que tant que nous hésitons. Une fois le geste posé, le métal résonne et avec lui la certitude que l'homme qui agit, même sans vouloir, devient plus fort que la peur qui voulait le retenir.